à Bruxelles. Est-ce que vous pensez que c'est possible de donner aujourd'hui maintenant ou c'est trop dangereux comme ça? Oui. Moi, je pense que c'est possible. Mesdames et messieurs, les journalistes, mais aussi les citoyens intéressés à pouvoir écouter le docteur Mukwege, bienvenue d'abord au Parlement européen. Je suis désolée des conditions dans lesquelles nous vous accueillons, mais c'est aussi parce que nous avons été un peu surpris, et tant mieux d'ailleurs, par le nombre de personnes qui ont répondu présents pour rencontrer notre invité et pouvoir dialoguer avec lui. Et donc les conditions ne sont pas idéales, mais nous avons organisé ça en 2 jours. Et la disponibilité des salles nous empêchait de faire mieux, donc je m'en excuse, mais je pense que ça n'enlèvera rien à la qualité du témoignage que nous allons recevoir. Je suis évidemment très heureuse de recevoir ici le docteur Mukwege, en raison évidemment du travail qu'il fournit depuis des années, depuis 10 ans singulièrement. Il faut savoir que dans ce Parlement ici, il y a tout juste 1 an, 9 femmes se sont lancées dans une prestation particulière, et deux d'entre elles, Maria est déjà arrivée et Anna Gomez va arriver également, dans les monologues du vagin. Les monologues du vagin sont une pièce écrite par Eve Ensler qui met en évidence, je dirais, les femmes et la lutte contre la violence faite aux femmes, et en particulier pour les femmes du Kivu, pour lesquelles évidemment Eve Ensler est très engagée, entre autres à la Cité de la Joie à Bukavu, à côté de l'hôpital de Panzi. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureuse qu'il soit ici. Je vais rapidement, avant de lui donner la parole, proposer à Louis-Michel de faire une petite présentation rapide du docteur pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il le connaît bien. Je donnerai ensuite rapidement la parole à Maria et à Anna Gomez, et puis surtout à notre invité, pour qu'il puisse faire le témoignage qu'il souhaite faire aux Belges et Européens qui sont ici, qui sont intéressés à l'entendre. Répandu, mais en présentant le docteur de Mukwege, je pense à cette pensée de Marguerite Yourcenar, qui traduisait dans le fond l'idée suivante, c'est que l'insondable mystère de l'univers place à intervalles réguliers sur la ligne du temps des piliers généreux qui éclairent le monde quand il s'égare. Le docteur Denis Mukwege est un de ces piliers de la bonne fortune de l'histoire. Les multiples prix qu'il a reçus sont évidemment autant de témoignages de ce qu'il représente à nos yeux. Et je sais que ça le gêne toujours un peu de recevoir des prix, parce que c'est un homme d'une grande humilité, d'une grande modestie, ce qui ne fait que de le grandir à nos yeux. Lauréat du prix international Roi Baudouin pour le développement, lauréat du prix international Jean Ray, lauréat du prix pour la paix d'Avil Bip, candidat au prix Sakharov en 2009, lauréat du prix des Nations Unies et du prix Olof Palme. J'espère que sa candidature au prix Nobel de la paix aboutira. Personne mieux que lui ne le mériterait. Le docteur Denis Mukwege, chirurgien en gynécologie, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, est un authentique et un immense universaliste qui honore l'Afrique et qui honore le monde. À l'écoute des cris et des larmes des plus faibles, des plus pauvres, à l'écoute de ces femmes victimes de violences sexuelles, de ces mères, de ces sœurs, de ces belles-sœurs rejetées par leur famille, par leur communauté, de ces femmes sans avenir, sans espoir, sans existence. Le docteur soigne les corps et le pasteur pense les cœurs et les esprits. Il tente de rallumer la flamme qui vit dans le cœur de chaque être humain, même quand on a connu l'innommable. Si rien ne pourra jamais tout effacer, la souffrance absolue, inguérissable, qui jaillit des replis les plus odieux de la nature humaine, le docteur Denis Mukwege, en écoutant ces victimes, leur redonne un visage, leur rend une identité, les ramène à l'existence. Il les fait renaître, il leur fait retrouver la vie, et il sait quelque chose de fondamental, c'est que la parole peut aussi soulager.
Au travers de son action, c'est un combat politique aussi, qu'il mène au nom des droits de l'homme, au nom du respect de la vie, de la démocratie, pour éradiquer dans le monde le recours à ce type de pratiques guerrières barbares, indignes du XXIe siècle. Les violences faites aux femmes apparaissent comme l'aspect le plus dramatique des violations des droits humains, car il s'agit bien d'un crime contre la législation internationale, un crime de guerre qu'il est de notre responsabilité de combattre. En détruisant physiquement et moralement ces femmes, en faisant de leur corps, comme l'écrit si justement Colette Brackman, le champ de bataille d'une guerre d'une basse intensité, c'est un pays que l'on mène au chaos, que l'on enferme dans une spirale infernale de violence, et c'est un peuple, il faut bien le dire, qu'on assassine. Alors, chers amis, en rompant le terrible silence de l'homme pour l'homme, en s'élevant contre les dérives humaines, le docteur Denis Mukwege recrée d'abord le langage de la raison. Il réinvente ensuite le langage du respect et du cœur. Il retisse enfin cette conviction existentielle que nous appartenons tous à une même histoire, à un même peuple, à une même culture. Si le docteur et le citoyen dénoncent, lutte, se bat avec force, crie sa révolte, son impuissance et son désarroi, le pasteur écoute, prie, plaide pour le pardon, la tolérance, la réconciliation, l'amour et l'acceptation de l'autre. Il sait qu'on ne peut pas reconstruire un monde meilleur et durable sur un fond de haine. Écouter, c'est déjà s'ouvrir à l'autre. Être entendu, c'est déjà un apaisement. Mon cher docteur Denis Mukwege, par votre action infatigable, votre ténacité, votre soif d'amour de l'autre, vous nous donnez à tous une leçon d'humanité, une leçon d'humilité aussi, une leçon de modestie, une leçon de vie. Votre simplicité, votre modestie, votre humanité sauvent les indifférents du déshonneur et rendent à notre conscience un minimum de dignité. Nous voulions vous dire tout ça en remerciement et en reconnaissance, d'abord de votre présence, mais surtout de votre action et de ce que vous incarnez. Mukwege, chers participants, je tiens aussi à mon tour de vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui pour entendre le témoignage de Dr Denis Mukwege. Je suis d'autant plus heureuse parce que votre présence et cette conférence de presse est un véritable signe de soutien envers le docteur et son combat pour aider les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ces violences qui font partie des violences les plus odieuses qui existent aujourd'hui et qui nous permettent de parler clairement de crime de guerre. Le travail de ce talentueux docteur ne se compte pas seulement par le nombre de femmes qu'il a pu aider, mais surtout par le nombre de vies auxquelles il a pu redonner l'espoir. C'est une très belle leçon. De fait, le docteur Mukwege n'est pas seulement le réparateur des femmes comme nous le connaissons si bien, mais il est surtout l'ambassadeur des droits des femmes, des droits de l'homme et de la paix en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance de me rendre dans l'Est du Congo en tant qu'ancien chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en 2011. Je sais ô combien sont difficiles les conditions là-bas, mais c'est justement dans cette difficulté que le docteur Mukwege a su faire ressortir à la surface l'espoir, ce qui est positif, et ainsi nous donner plus de motivation à nous aussi pour le soutenir et pour mener ensemble ce combat. Encore une fois, docteur, je vous tiens à vous remercier, je tiens à vous assurer notre plein soutien, et à ce titre, je vais m'arrêter ici parce que il me semble qu'aujourd'hui votre parole est bien plus importante que la nôtre. Merci beaucoup. À vous la parole, docteur. Honorables députés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers participants, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Votre présence ce soir ici prouve votre intérêt, non pas pour moi, mais pour les tristes sorts du peuple congolais. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les soutiens que vous m'avez apporté suite à la funeste tentative d'assassinat perpétrée contre moi et au cours de laquelle, malheureusement, ma fidèle sentinelle a perdu la vie. Qu'il me soit permis de remercier tous les pays européens que vous représentez, lesquels ont réagi à ces drames en exigeant que justice soit dite. Grande est cependant ma déception de voir qu'à ces jours, mon pays, la République démocratique du Congo, censé assurer la sécurité de tous ses enfants,
n'a pas toujours réagi. En effet, la République démocratique du Congo est en guerre depuis 1996. Il est vrai que certaines régions ont été pacifiées, mais la région est de la République démocratique du Congo en est le ventre mou. C'est dans ce contexte de guerre qu'est né l'hôpital général de référence de Panzi, avec comme objectif de réduire la mortalité maternelle qui était très élevée, non seulement dans la ville, mais dans toute la province du Sud Kivu. Et ceci était consécutif à la guerre, mais aussi au manque d'accessibilité aux structures sanitaires existantes. Mais très vite, nous allons observer et être surpris de voir que les malades que nous recevons, que nous accueillons à l'hôpital, présentent des lésions génitales graves consécutives au viol, torture et mutilation. En fait, les malades que nous recevons, elles ont des récits qui se ressemblent en fonction du groupe armé responsable du viol. Ainsi, nous avions observé des femmes qui, après avoir été violées par certains groupes armés, elles avaient leur appareil génital complètement éclaté par des armes à feu, d'autres c'était par des baïonnettes, d'autres c'était l'introduction de tout genre d'instruments dans l'appareil génital. Ça m'a fait beaucoup de mal de lire il y a une semaine un rapport de David Smith de The Guardian qui parlait de ce qu'il a vécu dans le Rutshuru, c'est toujours à l'est du Congo. Il a trouvé une dame qui, après avoir été violée, on a déversé du fioul dans son appareil génital et on a mis du feu. Voilà, nous le vivons depuis maintenant plus de 10 ans. C'est insupportable. C'est insupportable puisque je pense que je refuse de parler du nombre de femmes violées. Je trouve que nous devrions tous nous soulever comme un seul homme et protester partout au monde, même si c'était une seule femme qui était violée. Ma grande crainte aujourd'hui, c'est que nous nous attachons aux chiffres, nous nous attachons plutôt où se passe la violence sexuelle, mais je pense que nous devrions plutôt nous attacher à cette dignité humaine que porte la femme et pouvoir la protéger où que ce soit. À l'hôpital, nous avons pris cette responsabilité d'abord à prendre en charge les victimes de violences sexuelles qui subissaient des tortures et des mutilations. Et souvent, en fait, on les soignait sur le plan médical. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que le traitement médical était très vite limité, car ces victimes avaient des troubles psychologiques qui étaient graves et parfois même nous empêchaient de pouvoir les prendre en charge. Ainsi, l'hôpital s'est doté des psychologues, des assistantes sociales qui font du travail avant même que les chirurgiens puissent intervenir. Mais cela n'a pas été suffisant puisque lorsque les femmes se portaient bien sur le plan physique, lorsqu'elles se portaient bien sur le plan psychologique, il y avait la vulnérabilité qui persistait. Et donc, les renvoyer de l'hôpital sans pouvoir penser à la suite sociale et économique était tout simplement les renvoyer dans le milieu où elles vont être violées de nouveau. Notre programme a donc consisté à mettre sur place un programme socio-économique qui consistait non seulement à donner des microcrédits aux femmes qui étaient capables de pouvoir gérer ces microcrédits, mais aussi leur apprendre de nouveaux métiers pour les permettre de pouvoir s'insérer dans la société. Mais ce que nous avions observé, c'est qu'une fois que la femme était suffisamment forte physiquement, qu'elle avait confiance en elle-même, qu'économiquement elle sentait qu'elle pouvait envoyer ses enfants à l'école, qu'elle pouvait manger au moins tous les jours, avoir un petit abri, la question qui venait, pourquoi cette personne qui m'a violée, pourquoi cette personne qui m'a torturé, elle est toujours là,
il n'y a personne qui l'inquiète. Et malheureusement, quand je vois cette personne, je n'arrive pas à dormir. Je fais des cauchemars. Aidez-moi. Et là, nous avions mis en place une équipe de juristes composée de 6 avocats qui aident les victimes à les accompagner lorsqu'on le peut. Mais je dois dire que sur le plan juridique, nous sommes confrontés à un problème réel, c'est que même lorsque le jugement a été dit, c'est très rare, et même, je dirais, ceux qui connaissent Songomboyo, on s'est battu pour que le gouvernement puisse participer dans la réparation, mais aucune réparation n'a été faite. Une façon tout simplement de décourager les victimes de pouvoir aller en justice. Mais cela ne va pas nous décourager. Je pense que nous devons continuer à nous battre avec ces femmes sur ces 4 volets pour pouvoir les amener à prendre conscience en elles, et un jour, la justice sera dite. Malheureusement, nous avions constaté que notre travail était focalisé sur les conséquences et que ce travail a montré rapidement ses limites. En effet, une fois qu'une femme victime de violences sexuelles est soignée, elle retourne dans son milieu de vie. Malheureusement, quelques-unes étaient à nouveau violées et se représentaient à l'hôpital avec des lésions beaucoup plus graves. Et je dois dire que ça faisait très mal à toute l'équipe, puisque lorsque la femme, vous pouvez vous imaginer, une femme que vous avez reçue à l'hôpital, traumatisée, incapable de manger, incapable de dormir, elle est incapable de se contenir sur le plan fécal et sur le plan urinaire, vous la soignez, elle retrouve ses fonctions. Ce sont des femmes qui nous donnent un courage, qui nous pousse en fait d'aller plus loin, puisque ça procure une joie qu'on ne peut pas s'imaginer quand on est normal, de savoir que quelqu'un, un adulte, peut vous appeler pour vous dire « Docteur, viens voir, je peux uriner moi-même ». Et ça donne des larmes, puisqu'on s'est dit « Quelle méchanceté de pouvoir détruire les femmes de cette façon ». Et imaginez-vous, lorsque vous avez partagé la joie avec cette victime, vous avez vécu avec elle pendant une période, et qu'après, elle revient, et vous trouvez qu'elle a des lésions plus graves. Cette fois-ci, on a mis la soude caustique qui détruit tout, tout devient cartonné, impossible de pouvoir opérer. Ça vous déprime, ça déprime même plus la victime. Et quand vous dites, madame, on ne peut plus rien faire pour vous, c'est des moments très difficiles pour le staff ainsi que pour le malade. Donc, traiter les conséquences, c'est une bonne chose, mais ceci va s'aggraver même, puisque aujourd'hui nous commençons à soigner les enfants issus du viol. Donc, vous aviez traité la mère, elle a été enceinte, elle a accouché dans vos mains, vous dites à madame, faites un effort, ce qui vous est arrivé, ça, c'est un accident dans la vie, mais battez-vous puisque vous êtes capable de vous battre, vous avez la force de vous battre. Elle se bat, elle prend son bébé et revient. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont des femmes qui nous posent des questions. Docteur, je n'en peux plus. J'ai été violée, mais aussi ma petite fille l'a été. Je vois à l'hôpital une petite fille de 5 ans. Sa mère, on a eu beaucoup de difficultés à la faire accepter cet enfant, qu'elle appelait volontiers Interamwe. On a fait beaucoup d'efforts pour montrer à cette femme que cet enfant est innocent et qu'il n'a rien fait de mal. À la fin, la dame, elle avait accepté de partir avec cet enfant. Mais quand elle est revenue, la mère était violée, l'enfant était violé, et malheureusement, tous les deux étaient atteints du VIH. Je dois vous dire que cette dame, elle a refusé de quitter l'hôpital. Et à chaque fois, quand on voit cet enfant à l'hôpital, puisqu'elle suit maintenant un traitement, c'est une douleur profonde pour toute l'équipe. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes dit, on s'est battu sur un front de traitement physique, psychologique, mais
le vrai combat se trouve plutôt à enlever les racines, les causes de cette souffrance. En fait, la cause principale de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, malheureusement, c'est la guerre. Et cette guerre, personne ne peut nous expliquer l'objectif de cette guerre. Personne ne peut nous expliquer qui se bat au Congo. Et il se bat contre qui? Ce n'est pas une guerre tribale. J'ai l'occasion de pouvoir dire plusieurs années, on a essayé de nous montrer que c'était une guerre tribale, mais aujourd'hui, j'ai des amis, je connais des personnes qui sont des tribus qu'on a pensé hier que c'est ces tribus-là qui se battaient, qui ont dit trop c'est trop, on a été pendant longtemps manipulés. Donc ce n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une guerre entre deux nations, parce que je pense que l'ONU aurait déjà pris ses responsabilités. Donc ce n'est pas une guerre entre deux nations officiellement. Et malheureusement, ce n'est même pas une guerre religieuse comme on en connaît. En fait, cette guerre qui déchire l'Est du Congo depuis 16 ans porte beaucoup plus sur les richesses naturelles, et on peut l'observer. Les combats qui se font toujours autour des mines. Ce sont des combats qui se font pour contrôler les richesses du Congo. Et ceci m'amène à dire que notre combat, aujourd'hui, la raison pour moi d'être ici, c'est pour dire cette guerre, c'est possible de mettre fin à cette guerre. C'est possible de pouvoir aujourd'hui donner la possibilité de vivre en paix aux femmes congolaises. Elles sont victimes. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de téléphone mobile. Beaucoup d'entre elles ne savent pas ce que c'est un computer. Mais malheureusement, l'arme qui est utilisée, la violence sexuelle, c'est une arme qui marche à perfection, puisque les hommes qui ont vu leurs femmes, leurs enfants violés, je les ai rencontrés. Malheureusement, tous ces hommes, ils ont perdu leurs moyens. Ce sont des hommes qui sont incapables de se battre. Ce sont des hommes assujettis. Et il n'est pas juste qu'on puisse se taire devant cette catastrophe humanitaire. Notre voix n'est pas encore attendue. Au contraire, nous avons plutôt l'impression que notre voix dérange, alors que ce que nous demandons seulement la paix, et rien que la paix. Cette voix dérange au point où on voulait la faire taire. Ceux qui ont voulu faire taire ma voix à mes tuas savent, comme tout le monde, qu'ils ne peuvent pas tuer la vérité. La vérité est têtue, et même si ils pouvaient m'atteindre, je suis certain qu'il y aura des gens qui diront que la façon dont vous traitez les femmes est inacceptable et représente 52% de la population congolaise. On ne peut pas les exclure, encore moins les éliminer. C'est notre seule ressource. Et cette ressource, c'est une ressource de l'humanité aussi. Et donc nous avons tous la responsabilité de pouvoir les protéger. En effet, alors que je revenais de Genève, via Bruxelles, pour des conférences concernant la protection des droits des femmes en situation de conflit et de post-conflit, les assaillants se sont introduits chez moi. Et comme vous avez déjà suivi peut-être dans la presse, ils ont pris en otage mes enfants, sous la menace des armes, et sans rien exiger, pendant plus de 20 minutes, ils ont demandé aux enfants seulement de se taire jusqu'à ce que je revienne. Alors qu'ils voulaient m'abattre, donc quand je suis arrivé, j'ai été surpris à l'entrée de chez moi par des hommes en armes qui ont rapidement me neutralisé dans le véhicule. Ils ont pris les clés de la voiture. Ils étaient à 5 et chacun avait un rôle précis. Celui qui devrait tirer, une fois que l'autre était bien installé au volant, c'est lui qui devrait tirer
est sorti du véhicule. C'est qu'ils maîtrisaient les enfants et les sentinelles, ils ont pris place dans le véhicule, donc prêts à partir. Donc je vais dire ici, en une fraction de seconde, ils avaient fait leur coup et c'est par miracle, quand ils ont tiré, je suis tombé comme ma sentinelle. Malheureusement, j'étais sauvé miraculeusement, mais j'ai perdu ma sentinelle qui était atteinte par 2 balles. 3 jours après cet attentat meurtrier, j'étais encore à Bukavu. J'attendais à ce que, au moins, je puisse être interrogé pour savoir ce qui s'est passé. En fait, personne ne s'est présenté. Par contre, ils m'ont envoyé 2 policiers pour assurer ma sécurité ou pour me contrôler, je ne sais pas l'un ou l'autre. Et ceci, je dois dire, met à jour ce que nous avons toujours dénoncé, le climat d'impunité qui prévaut en République démocratique du Congo. Au motif de rechercher la paix, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de sacrifier la justice. Et les résultats de ces sacrifices de la justice sur l'autel de la paix, on n'a ni justice ni paix. On peut avoir, je ne vois pas comment on peut bâtir un état de droit sans justice. C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent pour les forces onusiennes, mais la MONUSCO a montré aussi ses limites. Et j'ai fait l'expérience, la MONUSCO ne peut pas avoir un soldat derrière chaque Congolais. Ce qu'il faut plutôt, c'est changer les systèmes, les secteurs de sécurité et changer la réforme du secteur de sécurité au Congo nécessite assez qu'on ait une armée républicaine, une police qui connaît son travail et avoir la capacité de pouvoir agir avant que les actes puissent se poser. Donc ça suppose avoir un service de renseignement capable de pouvoir prévenir des actes comme ce qu'on a vu. Pour aller un tout petit peu en arrière et vous dire, l'armée que nous avons actuellement au Congo, c'est une armée qui est composée par des groupes armés, des gens, de jeunes garçons qui sont entrés dans des groupes armés à l'âge de 10 ans même, à qui on a donné des armes en leur disant, avec cette arme, vous pouvez avoir l'argent, les femmes, la nourriture et tout ce que vous voulez. Lorsque ces jeunes garçons arrivent à l'âge de 18 ans, on les intègre dans l'armée sans aucune formation, sans une prise en charge psychologique. Et les résultats, c'est que l'armée qui devrait protéger, malheureusement parfois, se mêle à des actes de barbarie. Je rentre aussitôt que possible, retourner dans mon pays, mais la condition, c'est une garantie de sécurité. Je ne vais pas être martyr, je ne vais pas aller mourir au Congo, je veux aller vivre au Congo, vivre avec les Congolaises, se battre à côté des Congolaises. C'est mon objectif. Et aussitôt que j'aurai cette garantie, je vais immédiatement retourner. Et ici, je profite pour remercier les femmes congolaises qui ont organisé une journée morte, ville morte à Bukavu. Et non seulement une journée ville morte à Bukavu, mais aujourd'hui, elles ont fait des messages au gouvernement, à la communauté internationale. Ce sont des femmes courageuses. Malgré la situation dans laquelle elles passent, ce sont des femmes qui veulent se battre pour la justice et pour la paix. Elles se battent pour leurs droits et je suis très reconnaissant. Et je dois dire que ma propre sécurité, en fait, ne suffit pas, car il faut accorder cette sécurité à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les enfants du Congo. Ils ont besoin d'être sécurisés. Ici et maintenant encore, malheureusement, j'entends des murmures, des sans-voix, des femmes, des familles congolaises violentées.
J'entends ces murmures résonner dans mes oreilles. Et l'hôpital des Panzi se doit de porter vers vous cette voix des sans-voix. L'indifférence est à l'origine de l'omission d'agir, qui est aussi grave parce que ne pas agir, c'est aussi un crime. Je vous remercie. Je pense que le beau texte que nous a dit Louis Michel introduisait parfaitement, et je ne vais pas commenter ce que le docteur a dit. Je pense que nous avons tous été, nous avons mesuré chacun des mots, chacun des engagements derrière les mots, et la puissance et la force que le docteur représente ici. Et donc c'est avec un petit peu d'émotion, comme tout le monde, que je vais maintenant peut-être voir, je suis obligée de donner la priorité aux journalistes d'abord, parce que nous sommes d'abord dans une conférence de presse, même si je me réjouis que pas mal d'entre vous qui sont seulement des témoins sont là, parce que c'est ça dont vous avez besoin. C'est que votre voix soit entendue, et donc j'espère aussi qu'en sortant d'ici, cette voix, elle va vivre à l'extérieur, par les journalistes, mais aussi par nous tous, dans la sphère politique, mais partout où elle doit se faire entendre. Et donc peut-être Maria, tu voulais ajouter quelque chose avant de partir? Tu dois partir, si je ne me trompe? Je peux rester encore. Ok, d'accord. Donc je vais peut-être voir avec les journalistes qui souhaiteraient poser l'une ou l'autre question, d'abord de se présenter, de dire qui ils sont, de quels médias ils sont, de poser les questions qu'ils souhaitent, et il y aura beaucoup de frustration pour tout le monde, mais au moins nous avons eu ce témoignage extrêmement mobilisateur qui va, je l'espère, nous faire pousser des ailes. Oui, monsieur. Ok. Chef Fita du journal en ligne congolais de Belgique, le docteur Mukwege a parlé de combattre le mal à la racine. En dénonçant tout ce qu'il dénonce, on se rend compte qu'il y a quelque part une irresponsabilité, une absence d'État. Or, en 2006 et en 2011, l'Union européenne s'est beaucoup impliquée dans les élections. Pensez-vous qu'il peut y avoir la sécurité au Kivu si on a un État qui en fait est un non-État? Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'Union européenne en ce moment-ci, sachant que pour les élections de la fois passée, tout le monde le sait, c'était un hold-up électoral et que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien de concret. Merci. Merci, monsieur. Une autre question? Polydor Edgar Kabea de la revue Palaro. Docteur Mukwege, vous avez dit dans votre texte, ce qui est juste d'ailleurs, que jusqu'à présent, la RDC, qui est censée s'occuper de la sécurité de tous, n'a pas encore réagi à votre tentative d'assassinat. Alors ma première question est celle-ci. Que pensez-vous alors, monsieur le docteur, de tous ces Mukwege anonymes qui n'ont pas eu votre chance, qui n'ont pas d'amis en Suède, qui n'ont pas d'amis en France, et qui continuent, eux, à vivre dans l'insécurité, pendant que vous pouvez encore un peu souffler. Deuxième double question rapide. Je l'ai lu dans les livres Témoignages avec Colette Brackman. À la page 54, il y a quelque chose d'assez terrible. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, vu l'état du droit qui n'existe pas, qu'il y a comme une sorte de deal qui se perpétue entre ceux qui commettent les crimes et ceux qu'on appelle les humanitaires, qui ont peur de perdre leur part de marché et, je dis bien le mot de Colette Brackman, leurs clients. C'est un peu comme la coopération au développement. Plus les pays, on reste sur place, plus on s'occupe du pays à développer. Merci. Merci. Je prends une troisième question et puis le docteur répondra. Oui, monsieur. Jeanne Kabouya, journaliste combattant pour la résistance congolaise. Ma question pour M. Mukwege serait de savoir, ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des millions de femmes congolaises qui sont violées tous les jours depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui la priorité de la communauté internationale c'est plutôt de sauver le Mali où il y a eu peut-être quelques amputations, mais au Congo les amputations sont fréquentes, les viols sont fréquents, les femmes, les filles, les enfants sont violés tout le temps. Et ça vous fait quoi d'être assis à côté des décideurs qui peuvent changer quelque chose au Congo et au lieu de ça ne font que vous donner que des prix qui ne changent pas le malheur de ces femmes? Merci. La parole. En fait, je pense que je l'avais dit dans mon texte, je ne vois pas comment on peut parler en fait, de la sécurité sans un état de droit. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'absence de l'État et ça s'exprime par toutes les violences que nous connaissons.
les groupes armés. Chaque personne peut se réveiller un matin, il forme un groupe armé, il tue, il viole, il détruit. Et le lendemain, la même personne veut négocier, on accepte qu'il négocie, et vous le trouvez gradé. Et apparemment, c'est comme si les grades augmentent en fonction du mal qu'on commet. Et moi, je pense que, sincèrement, il y a une responsabilité congolaise dans cette question, où nous devons nous prendre en charge. Nous devons dénoncer ce qui se passe. Il est pratiquement impossible. Je viens de dire ici que je conçois très mal, même quand vous voyez, en ce qui concerne la justice transitionnelle, lorsque vous recrutez des militaires, lorsque après un conflit, on devrait faire essayer de connaître en fait le passé de chacun avant de l'intégrer dans l'armée. Mais comme vous le savez comme moi, la commission Vérité et Réconciliation n'a jamais fonctionné. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes sur terrain, nous ne savons pas pourquoi nous avions été tués, pourquoi nous continuons à être violés, pourquoi nous continuons à subir ce que nous subissons. Et je pense que construire un état de droit en cachant la vérité, on ne pourra jamais y arriver. C'est une commission, c'est la seule commission qui n'a pas fonctionné. Et en fait, le fait que cette commission n'a pas fonctionné, on a essayé de cacher le mal. Aujourd'hui, on nous a donné la théorie de dire, bon voilà, il faut pardonner tout le monde pour faire la paix, on pardonne tout le monde. Mais les résultats de ça, on voit très bien que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes qui changent de nom, de groupe, et ils continuent. Et ils demandent toujours de la négociation. Donc moi, je pense que la justice doit précéder, en fait, toute chose pour construire cet état de droit, que chacun ait cette capacité de pouvoir s'exprimer. Ça manque aujourd'hui. Et sans un état de droit, je ne vois pas comment on peut faire la sécurité. On est mal parti sur cette question et je pense qu'il n'est pas tard, à mon avis, il n'est pas tard. On peut encore se dire la vérité, on peut construire sur la vérité. Et je pense que si nous construisons le Congo de demain en nous disant la vérité, au moins on peut dire aux gens, ce que vous aviez fait, c'est mauvais, nous allons nous pardonner, mais ce que vous aviez fait, c'est mauvais. Mais si les gens continuent à se cacher derrière ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent, j'ai l'impression que ça va durer longtemps. L'anonymat, je pense que dans ce que j'avais dit, j'ai dit la sécurité pour moi, oui, mais la sécurité pour tout le monde. Et là, ma pensée est allée tout droit à toutes ces personnes qui sont violées, qui sont tuées tous les jours. Et la presse n'en parle pas. Mais si vous vous connectez à Radio Okapi, vous allez vous rendre compte que les crimes au Congo, on en parle comme si c'était un fait divers. Dans tel village, on a tué autant, dans tel village, on a... Et je pense que c'est s'accommoder au mal, s'accommoder à des crimes. Je pense que c'est ça qui est un grand danger. C'est pour cette raison que ma présence ici, c'est pour jouer le rôle de caisse de résonance pour ces milliers de Congolais anonymes qui subissent la même chose que ce que j'ai subi, mais malheureusement pour eux, on en parle comme si c'était un fait divers, et après, on passe à autre chose. En ce qui concerne les aides humanitaires et la complicité, moi je pense que nous revenons à un état de droit. Il y a, dans toutes circonstances, je pense qu'on doit arrêter d'accuser les autres seulement. Il faudrait que nous puissions aussi nous poser la question, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour que cela arrête? Et je pense qu'on ne peut pas demander à ce que ce soit les autres qui fixent les règles chez nous. Je pense que les Congolais, où que vous soyez, nous tous, nous avons la responsabilité de changer ce qui se passe chez nous. Si au Mali, peut-être les choses sont allées ou vont plus vite, nous devrions plutôt nous poser la question, pourquoi au Mali ça va plus vite? Quand moi je me pose la question, je me dis, j'ai rencontré les femmes bosniaques, j'ai parlé avec ces femmes. Ce qu'elles ont subi n'est pas différent de ce que les femmes congolaises subissent. Mais la réaction de la communauté internationale a été directe. Est-ce que ce n'est pas puisqu'ils ont parlé un seul langage? Est-ce que ce n'est pas puisqu'ils ont une stratégie? Je pense que nous avons une responsabilité aujourd'hui.
chers compatriotes, de pouvoir monter une stratégie où nous pouvons parler d'une seule voix. Et je pense que si nous avons cette stratégie, nous pouvons amener la communauté internationale, la communauté humaine, de pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au Congo et que, en fait, il y a une omission d'agir et moi je considère que c'est un crime. Mais quelle est notre stratégie aujourd'hui? Je crois que cette question-là, je voudrais que ça soit beaucoup plus nous, les Congolais, qui puissions y répondre. Je crois que nous sommes capables d'apporter des solutions à notre situation si nous parlons d'une seule voix, si nous considérons que ces femmes, c'est d'abord la responsabilité congolaise. Et je pense que c'est après que nous pouvons demander à la communauté internationale de pouvoir nous soutenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire partir la MONUSCO de l'Est du Congo, ça va être une catastrophe. Je le dis ouvertement. Mais je ne suis pas non plus d'accord qu'il faut augmenter le nombre, puisque ça ne va rien changer. Ils sont observateurs, ils vont rester observateurs, et ils n'accepteront pas de mourir à notre place. On l'a vu, on le voit. Donc nous devons prendre nos responsabilités pour changer les choses. Merci. À qui demandez-vous ces garanties? Et j'aimerais aussi savoir si l'hôpital de Panzi reçoit de l'aide ou des subventions des autorités congolaises. Pour ma sécurité, les femmes d'Idjouy, c'est juste un petit territoire dans le lac Kivu, m'ont envoyé une mail et là j'ai vérifié. Elles ont envoyé 50 ananas, c'est tout ce qu'elles peuvent donner. Elles ont dit, c'est notre participation pour votre retour. Je les ai appelées, il y a des femmes qui m'ont dit, si on ne peut pas, si la MONUSCO ou le gouvernement ne peut pas vous protéger, nous les femmes, nous allons le faire. Moi, je pense que si vous aurez l'occasion de rencontrer les femmes congolaises, elles sont en train de transformer leur douleur à un pouvoir. Je pense que c'est une machine qui avance et personne ne va l'arrêter. C'est bien. Je suis certain de ça, parce que je crois que ces femmes n'ont pas $1 par jour pour vivre, mais elles peuvent, au moins par solidarité, donner des sacs d'ananas comme leur participation pour mon billet et pour ma sécurité. Elles veulent se relayer pour faire ma sécurité. Je crois que quand les femmes feront ça, nous les hommes, on se dira on peut faire plus. Et les choses vont changer. Oui. Et l'aide congolaise, est-ce que vous recevez l'aide du gouvernement congolais? Il y avait une deuxième question, Voilà. je parle d'un instant. Il y avait une seconde question, est-ce que vous recevez de l'aide congolaise Du gouvernement congolais. Pour la subvention que j'ai déjà signée. Bon, pour la subvention, je crois que le gouvernement congolais aujourd'hui paye une vingtaine de médecins à l'hôpital de Panzi. En fait, on donne une prime qu'on appelle le prime des risques. Voilà, je crois que bon, on se contente de ça, ça va de $500 à $1000 pour le plus ancien. Voilà. Oui, je vous en prie. Gérard Godin de l'agence Belga. Vous lancez en fait un appel au gouvernement congolais à élaborer une stratégie de sortie de crise. Comment expliquez-vous qu'en dépit de 2 cycles électoraux qui ont déjà eu lieu, cette stratégie n'est pas encore été élaborée? On fait des choses dans la région des Grands Lacs et on peut très bien voir que cette absence de volonté politique, elle est nationale, elle est régionale et parfois on se pose réellement la question si pendant 16 ans la communauté internationale ne pouvait pas résoudre le problème entre guillemets des Interam ou FDLR. Je crois qu'il y a une absence de volonté politique à tous les niveaux. Je crois que si cette volonté politique peut naître de vous qui êtes là, la situation au Congo peut changer demain. C'est une question de volonté. Je viens de vous dire en ce qui concerne l'armée, je ne suis pas spécialiste militaire, mais au moins je suis médecin. Et je sais que quelqu'un qui a des perturbations psychologiques, ça prend du temps pour qu'il puisse guérir. Comment vous pouvez prendre
un malade, entre guillemets, et vous lui demandez de faire de la sécurité des gens que vous considérez comme normaux. Le résultat va être ce que nous observons. Je crois que c'est un exemple. Et là, on n'a pas besoin d'être spécialiste militaire pour comprendre que tous ces jeunes gens-là devraient subir en fait des thérapies pendant très longtemps. Et ce n'est pas qu'on n'a pas le moyen de les faire. On n'a pas de route. L'ergothérapie peut les aider. S'ils peuvent faire des routes, ce sont des gens costauds, bien battus. Et je crois qu'ils peuvent très bien nous aider à faire des routes. Ça peut les aider. Je ne vois pas un jeune, aujourd'hui, les soldats qui gagnent 20-30 $, à qui on va donner la possibilité de produire 5 tonnes de paddy, qui va se retrouver avec 2-3 000 $. Et on lui dit, mais ça c'est pour toi, pour le travail que tu as fait, qui va accepter de continuer à porter la tenue militaire. Je crois que c'est une volonté. Ce sont des jeunes qui ont été aussi victimes. Lorsque vous prenez un enfant de 10 ans, vous lui donnez l'arme, même quand il devient adulte, vous lui demandez d'être responsable, il est détruit. Ça ne pourra pas aller. Moi, je pense que c'est un problème de volonté politique. Si cette volonté politique est là, je crois qu'on peut mettre le moyen, et avec le moyen, on peut aboutir à un résultat. Très bien. Est-ce que c'est encore une autre petit tour de journaliste et donc je donne la parole à monsieur. On a observé que l'implantation de stratégies de prévention, le développement de centres de santé en brousse, etc., avait un impact positif sur le comportement des communautés par rapport notamment à la place des femmes à l'intérieur même de leur communauté. Est-ce que vous pensez qu'à partir de l'hôpital de Panzi, est-ce que vous pensez que ce genre de stratégie pourrait payer? Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de développer les choses dans un sens de prévention, ou est-ce que vous travaillez exclusivement dans l'urgence? Et est-ce que vous comptez limiter vos actions à ça? Je pense qu'en fait, ça, tout ça sont des stratégies pour que les femmes puissent déclarer lorsqu'elles sont violées avant 112 heures. Ça diminue les risques d'attraper le VIH et d'être enceinte, etc. Mais sur le plan de traitement des conséquences, c'est une stratégie qui peut très bien marcher. Mais on a dépassé, je crois, ces stades. Aujourd'hui, après 10 ans qu'on est en train de traiter des conséquences, je crois qu'il est très très important que les décideurs puissent finalement se focaliser sur les causes. Puisque ce que j'avais dit, vous traitez quelqu'un aujourd'hui, mais il revient 6 mois après avec la même chose, et vous allez trouver que c'est toujours les mêmes qui violent. Quand on dit que ces viols commencent à pénétrer la société, c'est vrai, puisque les jeunes qui ont 16 ans, qui ont 14 ans, lorsqu'ils sont démobilisés, on les envoie dans la communauté, il n'y a pas une prise en charge psychologique. Et ma crainte est que, petit à petit, c'est comme si, en fait, le cancer est en train de gagner du terrain, et donc tout le monde banalise ou fait la négation. Quand vous en parlez, il y a des responsables qui se tiennent au micro pour dire ça n'existe pas, c'est une invention, c'est une création. Bon, d'autres tout simplement banalisent, pensent que le viol correspond à un rapport sexuel. Je crois que ça c'est grave, c'est très grave de voir des responsables qui peuvent comparer ces deux choses, puisque le viol, pour moi, c'est une destruction. C'est comme si vous tuez quelqu'un et vous le laissez en vie. En fait, il devient même beaucoup plus dangereux que si vous l'avez tué. Et je crois que quand vous trouvez que les responsables sont en train de banaliser à ces points, c'est ma grande crainte. Il faut absolument traiter aussi les causes, tout en faisant toutes ces mesures préventives qui permettent en fait de ne pas avoir de conséquences désastreuses pour les pauvres victimes. Chibaka, patriote congolais. Je voudrais poser 2 questions au docteur Mukwege. Vous venez de dire tout à l'heure que les Congolais doivent faire quelque chose pour réagir par rapport à la situation qui est sur terrain. Moi, je ne sais pas, je voudrais savoir comment est-ce que nous, Congolais, nous pouvons le faire, parce que nous avons vu, par 2 occasions, les Congolais, on a donné l'occasion aux Congolais de pouvoir se choisir des dirigeants responsables, et chaque fois, depuis le 28 novembre 2011, les Congolais de la diaspora sont dans la rue, mais personne ne les écoute.
Je ne sais pas par quel moyen ou par quelle façon on pourrait encore, les Congolais pouvaient faire quelque chose pour essayer un peu de faire avancer les choses. Ma deuxième question est que vous venez de dire qu'il y a des enfants, des groupes armés qui se créent du jour au lendemain. À ma connaissance, je sais que le Congo est sous embargo des armes. Mais qui arme ces groupes de rebelles? Et comment ces armes arrivent jusqu'au Congo, sachant que le pays est sous embargo? Merci. Je vous en prie. Je combats aussi depuis plus de 10 ans que je suis en train de soigner les malades, mais à chaque fois quand j'ai l'occasion de dénoncer, je l'ai fait. Mais ce que je peux observer, c'est que la sensibilité de la communauté internationale commence à changer. Et ça, c'est positif. Il nous appartient, nous, aujourd'hui, de pouvoir tout simplement tenir bon, avoir une bonne alimentation. Et je pense que le baobab va tomber sous peu. Puisqu'il y a 10 ans, ce que nous avons dans les rapports, par exemple, des experts des Nations Unies, tu pouvais les dire, puisque nous, ce qu'on dit, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été ça. Mais ce qu'on est en train aujourd'hui de présenter dans des rapports officiels, c'est ce que nous avons vécu depuis tous ces temps. Et moi, je pense qu'à partir du moment où les choses commencent à être documentées, il nous faut absolument pouvoir nous appuyer sur des rapports existants pour dire que ce que nous subissons n'est pas juste. Et vous parlez des armes, etc. Aujourd'hui, on a des rapports qui peuvent très bien prouver d'où viennent les armes. C'est pas moi, c'est pas toi qui l'ai dit. Bon, je pense qu'il nous appartient à nous de pouvoir faire entendre notre voix. Et je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent se régler que lorsqu'on les demande, et qu'on les demande avec insistance, avec une diplomatie qui fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'avant, on parlait et tout le monde nous prenait pour des gens qui racontent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a la documentation. Et je pense qu'il faut se baser sur ces documentations pour pouvoir dire, voilà ce qui existe. Il y a des similitudes, il y a des jurisprudences qui existent. Pourquoi, pour le cas du Congo, ils ne sont pas appliqués? Moi, je crois que c'est à nous de pouvoir le dire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Peut-être, moi j'y crois, puisque quand je vois l'évolution, certainement il y a 10 ans, tout ce qu'on disait c'était de blabla. Aujourd'hui, il y a quand même des documents, des experts avec des preuves que nous pouvons utiliser. Merci. Voilà, Jean. La Belgique, il y a 2 jours, a décidé de suspendre sa coopération militaire avec le Rwanda. Est-ce que c'est une réponse qui, selon vous, est appropriée venant de la communauté internationale? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Rwanda et tout ça. Bon, je remercie d'abord le docteur. Quand je vis à la télévision que les docteurs, j'ai pleuré. Et je me suis dit, l'indifférence est une crime. Et j'ai interpellé Madame, la vice-présidente du Parlement européen. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit de venir ici, vous allez être là. Les mamans ont pleuré. Les docteurs, vous vous rappelez au musée des Tervuren, quand vous et votre équipe, vous nous avez expliqué la sécurité, tout ça, je vous avais posé la question. Si maintenant on vous atteint, comment vous allez faire? Vous me dites, je n'ai pas de réponse parce que je suis parmi ces femmes-là, je ne voudrais pas les laisser. Alors, quand je viens à la télévision, bien j'avais mal compris que le docteur est venu, j'ai interpellé une baronne, Madame Sophie Wirth, qui m'a parlé, oui, aujourd'hui je vous ai vu. Mais maintenant, j'interpelle Madame la vice-présidente du Parlement européen. Le 25 novembre, c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que vous allez dire à nous, les femmes de la diaspora qui sommes ici, et surtout à Scarbeck, on fait une journée, vous êtes Scarbeck, quand j'ai fait partie de cette journée-là, contre la violence faite aux femmes, qu'est-ce que moi je serai là avec vous autres, je vais parler, ou bien je vais manger, en pensant à ces femmes-là qui ont envoyé 50 ananas
on va vendre ça à combien pour le retour du docteur. Et puis j'interpelle, je suis très contente que l'ancien ministre des Affaires étrangères est là, M. Louis Michel, qui nous avait parlé avant qu'il rentre au Congo des 5 ans, des 5 présidents. Il nous a expliqué, je l'avais aussi interpellé, les 5 présidents au Congo, ça ne sera pas possible. Il m'a répondu, non, ici chez nous, il y a aussi des vice-ministres, mais ce n'est pas la même chose. Et vous étiez le ministre des Affaires étrangères. Et on a eu M. Charles Michel, qui était le ministre de la coopération, et maintenant il est le président des écolos. Qu'est-ce que... Question. Président, c'est ça. Bon, c'était une blague, je suppose. Oui, c'est une blague. Alors, qui est le président de MR, qui était ministre de la coopération. Avant qu'il aille au Congo, je lui avais dit aussi, parce qu'il avait invité les femmes de la diaspora, et comme moi je suis experte dans la commission femmes et développement, j'étais là, je lui ai dit la violence, ce n'est pas seulement la région des Grands Lacs, même à Kinshasa, partout aux frontières, je crois, le ministre à l'époque, il avait fait son travail. Et maintenant, pour nous autres, on est ici en Europe, on vient de me dire que oui, vous avez eu des papiers, vous êtes devenus des Belges et tout ça, alors on ne peut pas se taire. Une grande personne comme ça, un baobab, qui quitte le Congo, qui répare les organes de maman, vraiment, c'est triste. Moi, ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. On trouve une solution, que les docteurs et la sécurité, comme les ambassades, les ambassadeurs européens, ils ont au Congo, et les consuls aussi, on lui donne cette sécurité aux docteurs qui retournent. Parce que ces femmes-là pleurent, nous aussi, nous pleurons. Et merci. La famille congolaise hier à la TV, où elle minimise totalement les violences sexuelles au Congo. Elle dit oui, il y a quelques cas comme dans toutes les guerres, etc. C'est un scandale, mais bon, je vais réagir. Très bien. Madame Burdeau, vous voulez dire quelque chose? Je ne voulais pas spécialement poser une question, mais je suis quand même très interpellée par la typologie dont vous avez parlé dans les viols. Est-ce que c'est important de savoir? Est-ce que ça permettra de peut-être dénoncer quelque chose qui, au début, qui pouvait être induit par les FDLR au départ? Je ne sais pas. Je pose la question parce que ça m'a toujours frappé qu'on dise que bon, un viol, c'est un viol, et que tout se passe de la même façon. Vous faites toujours référence à cette horrible cruauté qui les accompagne dans tellement de cas. Je pense qu'ici, on ne se rend pas compte justement de l'ampleur que ça peut avoir, et on se demande d'où ça vient. Et est-ce que essayer de voir plus clair dans tout ça va apporter un élément de vérité, de compréhension? Je ne sais pas. Combattant, résistant et journaliste et des TV. Ma question à Dr Mukwege est celle-ci. Est-ce que le docteur a aussi l'envie politique? Je m'explique. Par exemple, il dit, bon, je soigne les femmes, mais on a toujours marché comme les combattants ici. Il a dit qu'il a combattu aussi. Mais ça ne change pas. Aujourd'hui, je vais me dire, bon voilà, prochaines élections, je vais me présenter comme président, comme ça, je peux bien protéger les femmes. Est-ce qu'il a cette ambition-là politique? Est-ce que, s'il en a, est-ce que comment il va s'en sortir? Parce que les massacres au Congo, tout ce qui se passe au Congo, c'est commandité par la communauté, que moi j'appelle pas internationale, mais communauté occidentale. Est-ce qu'il va s'en sortir avec tout ça, avec l'internationale, communauté occidentale? Ok, merci. Le docteur pour les différentes questions. Je pense qu'actuellement, on parle beaucoup de la suspension de l'aide au Rwanda comme une méthode de pression sur le Rwanda. Mais nous devons dire d'abord merci au gouvernement belge, puisque ça, il faut quand même le faire remarquer. Vous aviez suivi, j'étais à New York, le Premier ministre belge, ainsi que le ministre belge des Affaires étrangères, ils ont pris une position qui était tranchée. Et ça, je pense que c'est positif et il faut le marquer, il faut le mettre à notre actif. Deuxième chose, aujourd'hui, il vient de décider, en fait, de suspendre l'aide militaire au Rwanda.
Il y a beaucoup de pays qui utilisent cette stratégie pour essayer de forcer, par exemple, le Rwanda à pouvoir se désintéresser ou se désolidariser avec le M23 ou retirer le M23. Moi, mon point de vue, je suis très réservé, puisque je pense qu'il y a 1,5 milliard qui est dépensé dans la région pour les casques bleus. Si on compte l'aide qui est donnée au gouvernement rwandais, ça peut être estimé à peu près à environ 500 millions. Donc ça fait 2 milliards. Moi j'ai toujours pensé que s'il y avait le bon sens, avec les 2 milliards de dollars dans cette région-là, pendant 10 ans maintenant, on aurait pu faire beaucoup. Et je crois que on arrêterait de faire, de détruire et continuer à détruire. Ce que tout le monde ignore, c'est que l'argent qui sort du Congo par les mines d'or, la cassitérite, le coltan, ça rapporte beaucoup. Et peut-être sont des ressources qui ne sont pas contrôlées ou contrôlables. C'est une voie, mais je me demande si c'est suffisant. La paix, il faut absolument essayer de la construire sans faire souffrir la population. Et je crois que la population de cette région, elle est victime. Est-il que c'est un moyen, mais je ne suis pas certain que, vu tout ce qu'on peut pomper au Congo, si cette mesure sera suffisante. Il faudra mettre cette mesure en épreuve. La typologie des viols. Nous avions même décrit des viols en fonction de groupes armés qui commettent les viols. Et c'est pour ça que, à l'est du Congo, ce n'est pas seulement une arme de guerre, mais c'est devenu une stratégie de guerre. Et là, c'est plus grave, puisque c'est planifié. Vous pouvez vous imaginer que 300 femmes peuvent être violées dans une seule nuit, sans que les gens aient planifié, pensé comment ils vont faire, savoir qui va le faire, etc. Je pense que lorsque c'est planifié, c'est pour un objectif. Et l'objectif, en fait, c'est détruire. C'est tout simplement, comme toutes les autres guerres, aboutir à ce qu'on anéantisse la population locale. Et là, on verra très bien qu'une femme qui vient de Hombo n'a pas les mêmes lésions qu'une femme, par exemple, qui vient de Fizi. Et là, je pense que la typologie, on peut très très bien, selon les lésions que porte la femme, on peut suspecter d'où la femme vient. Et je vous dis le nombre aussi, violé comme ça s'est passé à Walikale, 200 femmes en une nuit, ça ne peut pas se faire sans que les gens aient planifié. Donc, avoir cette tendance de banaliser une gravité comme ça, je trouve qu'il faudrait un jour pouvoir y répondre. Et la politique. Je pense que tout Congolais devrait participer au changement. Si nous tous, on pouvait se considérer comme des agents du changement, on se poserait moins de questions. Qui fait la politique et qui ne la fait pas. Et moi, je pense que c'est une question qui nous divise au lieu de nous unir. Moi, c'est ça ma réponse. J'essaie de faire ce que je peux à mon niveau. Vous vous êtes présenté comme combattant, peut-être que vous faites ce que vous faites, mais je pense que si chacun pouvait à son niveau essayer de faire pour que les choses changent, nous tous, on serait en train de faire la politique qui amène au changement, et c'est ce changement qui est le but final, pas le pouvoir pour le pouvoir. Merci. Bien, mais je pense que...
Je pense que ces derniers mots en disent très long aussi sur à la fois votre combat, votre intégrité. Sachez bien qu'en tout cas pour les parlementaires ici présents du Parlement européen, et j'ai vu tout à l'heure Michael Cashman qui était là mais qui a dû partir, Anna Gomez qui est arrivée et qui est là, je ne peux pas vous répondre là directement sur ce que nous allons faire demain matin, mais il y a déjà des choses qui ont été entreprises, il y a des choses que nous poursuivrons, des stratégies, des prises de position, de la pression aux différents endroits et aux différents niveaux. Mais en tout cas, sachez, docteur, que votre témoignage ne restera pas lettre morte, en tout cas pas dans ce Parlement. C'est pas pour ça que demain matin, la solution est là. Et c'est vrai, vous l'avez dit et répété, il faut aussi que chacun fasse son devoir là où il est. Nous ferons le nôtre comme parlementaires. Je pense que c'est le message que je peux, en tout cas, que je peux répondre également à la question qui a été posée. Pour le reste, je vais tous vous remercier de votre présence ici. J'irai nous inviter tous à faire bon usage de ce que nous avons appris aujourd'hui. Et peut-être aussi nous inviter à rester d'une vigilance extrême sur ce sujet, à empêcher la banalisation et le discours, je dirais, répétitif sur des choses qui sont chaque fois des drames insupportables. Je pense que si nous faisons chacun cela à court terme, déjà nous aiderons peut-être à apporter un début de solution. Pour le reste, le docteur est encore là, peut-être l'un ou l'autre peut s'adresser à lui, mais soyons aussi à son égard attentifs à le ménager. Si chacun veut passer un quart d'heure avec lui, je pense que le pauvre, il n'en sortira pas. Donc je le remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir dit ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Monsieur le député, Cheikh Fita du journal La Ligne Congolais de Belgique, après cet exposé du docteur Mukwege, quelle est votre réaction ou vos sentiments? Je n'ai pas de réaction, j'ai toujours eu le même sentiment à l'égard du docteur. Ça fait déjà des années que je suis son action, que je défends son action, et je suis évidemment très heureux que l'on rencontre des personnalités comme lui. Cela prouve d'ailleurs que le désespoir n'est pas de mise au Congo. Il y a plein d'hommes et de femmes qui veulent porter cette générosité, qui veulent porter cette solidarité, cette préoccupation pour le peuple congolais. Lui est évidemment un représentant, un repère flamboyant de ces gens. Et qu'est-ce que nous pouvons espérer comme action de votre part dans tout ce qui pourrait se faire au niveau du Parlement européen? Moi, ce que j'espère d'abord, c'est une action des Congolais eux-mêmes. Comme il l'a dit très bien, il faut arrêter continuellement de rejeter la responsabilité de ce qui se passe au Congo sur la communauté occidentale ou la communauté internationale. Il faut d'abord que les Congolais prennent conscience, comme il l'a dit, qu'ils ont chacune et chacun aussi un travail à opérer. Ils ont chacun à s'engager dans cette question. Et je pense qu'à ce moment-là, ils s'approprieront leur destin et la communauté occidentale ne devra plus être là-bas. Ok, merci. Alors, bravo, les ministres et la garde.